Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présente à cette projection. Je m'appelle Félicien, c'est moi qui vais avoir l'honneur de modérer cette réflexion et cette discussion autour de ce film très important que nous venons de voir ensemble. Ghost Fleet, c'est la 22e édition du Festival du film et du Forum international sur les droits humains. Et comme me le confiait tout à l'heure dans un sourire l'un des organisateurs, au fond, les 21 éditions précédentes s'intéressaient surtout aux droits humains sur un tiers de la surface de la Terre, c'est-à-dire la Terre, les 2 tiers restants étant la mer et la haute mer, et on l'a pu le voir dans ce film, hein, que c'est un sujet évidemment méconnu, très important, et peut-être ce film est un coup de projecteur sans précédent sur cet enjeu-là, puisque la haute mer, ce n'est pas un désert. On estime qu'à l'heure où je vous parle, entre 30 et 50 millions de personnes vivent, travaillent et parfois meurent dans des conditions atroces en haute mer. C'est aussi un espace politique et stratégique très important. Et donc pour s'intéresser et se questionner autour de ces enjeux-là, comment faire respecter, comment protéger les droits fondamentaux de l'être humain sur les 2 tiers de la surface du globe, eh bien, on a le plaisir d'accueillir sur cette scène, et puis je vais vous demander évidemment des applaudissements nourris pour la réalisatrice du film, Shannon Service, qui est avec nous. Shannon, tu peux nous rejoindre. Co-réalisatrice de ce film Ghost Fleet en 2018 avec Jeffrey Waldron. Bonjour Sharon. Sharon qui est venue accompagnée de l'héroïne de son film. Alors l'héroïne dans la diégèse, mais l'héroïne aussi au sens humain. C'est Pathima Tungpochayakul qui est avec nous, qui a fait tout le voyage depuis Bangkok. Bonjour Pathima, merci beaucoup d'être avec nous. On accueille aussi David Hammond, avocat et directeur exécutif de Human Rights at Sea International. Bonjour David. Et Claire Nouvian, qui a finalement eu son train. Claire Nouvian, qu'on ne présente plus, hein, célèbre militante écologiste française, fondatrice notamment de l'association Bloom, qui lutte aussi contre la destruction de l'océan, du climat et des pêcheurs artisans. Bonjour à tous les 4, merci beaucoup d'être avec nous. Merci Pathima d'avoir fait la route depuis Bangkok. Et puis évidemment, on ne peut attendre d'avoir un peu la suite du film, hein, sur cette scène, puisque le film a été tourné il y a déjà 6 ans, de voir un petit peu où on en est aujourd'hui. Un mot peut-être avant de laisser la parole à nos illustres invités sur le sens que ça a de présenter ce film, de projeter ce film à Genève. Puisque Genève, évidemment, ça on est tous là en conséquence, c'est une ville importante et iconique sur la question des droits humains. Avec ce festival qui nous accueille, avec évidemment les conventions de Genève. Il y a aussi un projet de convention des droits humains pour la haute mer qui est porté notamment par David qui est avec nous, on en parlera tout à l'heure. Donc ville importante évidemment pour les droits humains, ville importante aussi pour ce qui concerne la mer, puisque aujourd'hui 90% des marchandises dans le commerce international transitent par la mer, par voie maritime, et le siège de la MSC, qui est l'un des leaders mondiaux dans ce domaine, se trouve à Genève. Donc Genève est aussi un endroit très stratégique pour ce qui concerne la mer, ce qui est assez impressionnant pour un pays qui n'a pas de côte, vous en conviendrez. Alors, et puis on parlera évidemment on l'a dit, hein, de ce projet de déclaration de Genève des droits humains en mer avec David, puisque c'est une expression d'ailleurs, les droits humains en mer et en haute mer, qui n'existaient pratiquement pas il y a de ça 10 ans. Vous confirmez, David. Alors, moi, la première question que j'aurais envie de poser, c'est évidemment à Pathima. Donc effectivement, 6 ans après le tournage de ce film, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, Pathima, quelle est la situation aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé depuis le tournage de ce film? I answer question Thai language
Ah, la traduction n'a pas marché? Bon, en toute façon, on a tout à fait le temps. On va se laisser dériver bien à notre aise. Et donc la question est très simple. So, can Fatima explain to us, because the film was shot 6 years ago, what, what is the situation today for her? Les 5000 personnes que nous avons aidées, s'ils ont une famille, ils vivent avec leur famille, mais ils n'ont pas reçu une aide directement de l'aide humanitaire. On a cependant des abris pour eux. 5,000 people who've been helped from this. Some of them, they come back home and stay with family. Some of them, they still no place to go. So 5000 personnes n'ont toujours pas où aller après ces événements. Donc, Fatima, effectivement, donc 5000 personnes. Vous voulez traduire ou alors on attend peut-être que la... Ok. Maybe you can put on the headphone because you have some... Ah, Thai isn't working. Okay. Does it work? It's working now. So yeah, you could put on the headphone and you have a channel with a Thai translation. Bon. This is the time. โอเคคำถามอีกทีได้ไหมคะ Oui. Repeat again. Oui, alors Yeah. donc on l'a vu effectivement à la fin du film. As we've seen after the film, you've helped more than 5,000 people, Fatima. You've helped them move from slavery at sea. And I know that today you... De sensibilisation et de visibilisation aussi de ces enjeux qui sont très loin de nous et qui semblent à des années-lumière de ce qu'on vit dans nos quotidiens. Il me semble que vous avez aussi un travail important de discussion avec des responsables politiques. Vous étiez au Japon il n'y a pas très longtemps, puisque le Japon est l'un des pays qui consomme le plus de produits qui viennent de la mer. Avant cela, j'aimerais remercier tout le monde d'avoir regardé le film. C'est déjà une partie qui peut aider à régler le problème. she said, thank you very much for everyone being here. And then I think the problem is everyone can help this to solve the problem together. สำหรับการตอบคำถามคือเกี่ยวกับเรื่องของตอนนี้เราใช้หนังเรื่องนี้ Aujourd'hui, ce film sert à changer les choses au Japon. ที่กรมประมงของญี่ปุ่นจะแก้ไขกฎหมาย Justement pour que les pêcheurs au Japon donnent de l'importance à l'IUU และเรื่องของ et surtout de la pêche illégale et des esclaves sur les bateaux. แล้วก็สิ่งที่เราทำเพิ่มเติม Et une chose qu'on fait maintenant, c'est qu'en Thaïlande, on essaye de faire... เป็นอันดับสองของโลก ตอนนี้ La Thaïlande exporte est le deuxième exportateur de poissons, mais ไม่เคยสอนเรื่องความปลอดภัย on, คนที่อยู่ใน on ne sensibilise pas ตอนนี้ au sujet des pêcheurs. ตกน้ำ Donc, il peut y avoir des accidents, กว่า100 คนในต่อปี plus de 100 accidents par an, พยายามที่จะ et c'est quelque chose qu'on essaye de sensibiliser en Thaïlande. On essaye d'en parler davantage. Et est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des nouvelles de l'une ou l'autre personne qu'on a pu voir dans ce film? Vous êtes toujours en contact avec certaines de ces personnes? อ๋อคนที่เราได้ช่วยเหลือเนี่ยเขาก็ Les personnes que j'ai aidées, ils me contactent souvent, et certains, ชีวิตใหม่ไม่ได้ ils n'ont pas pu recommencer une nouvelle vie, donc ils reviennent vivre au centre avec nous.
pour justement pouvoir rebondir et travailler แต่ว่าบางส่วน et fonder une famille. Donc ceux qui n'ont pas de famille, eh bien, le LPN leur offre un dernier refuge avant de peut-être nous quitter. Par exemple, il y a 3 mois, quelqu'un est décédé. Donc dans le film que vous avez vu, สองคนนั้นก็เสียชีวิต et ไปแล้ว 2 de ces personnes sont décédées aujourd'hui. Parce que ce qui est important de dire aussi, avant de donner la parole peut-être à Shannon qui pourra dire un mot là-dessus, c'est que des personnes qui ont vécu des situations atroces pendant de nombreuses années, coupées du monde sur ces bateaux, en fait ce n'est que quand elles reviennent entre guillemets à la vie et qu'elles reviennent sur la terre ferme, qu'elles ont l'espace mental finalement pour faire remonter tous ces traumatismes. Il y a un syndrome post-traumatique important pour toutes ces personnes, comme des personnes qui reviennent de la guerre, par exemple. Et parfois, les conséquences de tout ce qu'elles ont pu vivre, eh bien, hélas, s'ancrent dans leur chair beaucoup plus tard. ลองคิดดูว่าถ้าชีวิตเราหายไป 20 ปี Il faut réfléchir, par exemple, si vous avez perdu 20 ans de votre vie, ใน 10 ปี 20 ปี sur les ถูกใช้ 20 ans ou 10 ans, c'est comme si tout avait disparu. Et il y a des histoires de drogue, d'alcool. แววมันเป็นภาวะ trauma Ils se font battre et du coup ils sont traumatisés. Donc c'est vraiment un manque de confiance lorsqu'ils peuvent revenir sur Terre. Donc on est très content de pouvoir les aider, mais on peut parfois ne pas leur donner le support émotionnel qu'il faut. Il faut comprendre dans quelle situation ils sont. Dans les pays d'où viennent les victimes, ils n'ont pas de support pour les prendre en charge. Merci beaucoup, Patina. Peut-être Shannon, vous voudriez rebondir sur ce que vient de nous dire Patima et peut-être ensuite nous dire un mot sur la jeunesse de ce film. Qu'est-ce qui vous a fait connaître déjà ces enjeux-là et donné envie de faire ce film? Yes, first of all, thank you so Oui, much. alors tout d'abord, merci au festival, merci d'avoir présenté à nouveau ce film. C'est un véritable honneur pour moi que de présenter ce film à un de mes festivals préférés dans le monde. Pour ma part, je suis journaliste et j'ai découvert cette histoire lorsque mon amie Becky, qui vivait au Myanmar, elle est journaliste aussi, à l'époque, elle essayait de trouver un papier sur lequel on aurait pu travailler ensemble. Et elle m'a dit, lorsque j'étais au Myanmar, il y avait vraiment un problème de disparition des jeunes hommes et des garçons qui disparaissaient des villages. On ne savait pas du tout où ils allaient. Et comme la presse n'est pas libre au Myanmar, il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce qui se passait. Donc on a commencé à creuser un peu et le seul rapport qu'on a pu trouver, c'est un rapport qui a été produit par Phil Robertson, qui travaille maintenant avec Human Rights Watch, qui est un des sponsors de cette projection d'aujourd'hui. Human Rights Watch fait un travail remarquable, vraiment remarquable, mais qui était resté dans l'ombre. Becky et moi avons passé 6 mois en Asie du Sud-Est. Nous avons rencontré Patima, nous avons rencontré d'autres ONG qui aidaient ces hommes. Très souvent, ces hommes, comme Patima le disait, ces hommes revenaient au pays avec des traumatismes terribles. Ils n'arrivaient pas à réintégrer leur famille, ils devenaient dépendants aux méthamphétamines et aux autres drogues que les capitaines leur donnaient pour qu'ils puissent rester éveillés toute la nuit. Ils n'avaient pas forcément d'endroit où aller, comme ce que fait Patima. Et lorsque j'ai rencontré Patima et Sampan et que j'ai vu ce qu'elle faisait, eh bien, je me suis dit, il faut en faire un film. Il faut en faire un film. C'est quelque chose qui est beaucoup plus qu'un simple article. Il faut aller plus loin. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, Patima et moi, nous sommes restés en contact et depuis, nous travaillons ensemble. Poser la même question qu'à Patima. Donc, le film, il a été tourné il y a 6 ans. Je suppose que ce sont des enjeux et puis des personnes aussi qui font encore partie de votre vie. You are still in touch with those subjects, with those topics and with those people. And of course with Patima. So, what can you say about Donc, que pouvez-vous nous dire the place you are now, de la situation dans laquelle vous vous trouvez? these subjects? Yeah, I mean, this was more than just a movie, right? Eh bien, pour moi, ça a été beaucoup plus qu'un film, beaucoup plus qu'un film. Ça a été une véritable expérience profonde
Nous avons noué des liens forts avec Fatima, bien sûr, mais Oi, Tuan Lin, et j'essaye de prendre des nouvelles de chacun très régulièrement, bien sûr. Nous avons tous nos propres vies. Nous faisons tous notre propre chemin. Les sites de vie, parfois, sont plus difficiles. Ensuite, ça s'améliore, comme pour tout le monde. Mais cela a vraiment été formidable de voir l'impact que les organisations peuvent avoir sur ces gens. Des organisations comme Human Rights Watch, les organisations présentes ici aujourd'hui qui sont les meilleures dans ce domaine, je dois dire, qui font des choses magnifiques et j'ai un immense respect pour elles. Le changement qui a eu lieu sur ces sujets, c'est quelque chose qui réchauffe le cœur, mais il reste encore beaucoup à faire. Mais pour vous dire, ça m'est arrivé d'aller à des conférences sur la pêche et on ne parle même pas du travail, on ne parle même pas des gens de mer, on ne parle que des poissons dans l'océan et des poissons dans l'assiette. Et c'est comme si magiquement cela passait de l'un à l'autre. Mais ce que j'ai vu ces 10 dernières années, eh bien, ça me donne de l'espoir et je me dis que des choses vont pouvoir se faire, surtout avec les gens comme ceux qu'on a sur scène aujourd'hui. Donc vous êtes Dav- directeur exécutif d'une association qui s'appelle Human Rights at Sea, et vous me confiez juste avant que l'on vienne sur scène que l'expression même de droits humains en mer et en haute mer n'existait pas. Il y a de ça une dizaine d'années qu'on n'en parlait jamais, que le film de Shannon est peut-être la première fois qu'on met à ce point aussi bien en lumière ce sujet-là, et que c'est surtout un sujet qui va prendre de plus en plus de place dans les années à venir, puisqu'effectivement on exploite la mer de plus en plus, et du coup les travailleurs de la mer. Est-ce que peut-être on peut commencer par une petite définition un peu plus technique et politique de ce que c'est la haute mer, parce que c'est vrai que ça convoque un imaginaire, même parfois assez positif pour certaines personnes, des utopies pirates, du fait de ces territoires immenses qui sont des espaces de liberté. C'est aussi des espaces où les gens sont sans foi ni loi et peuvent se permettre de faire à peu près ce qu'ils veulent, puisque c'est pas vu, pas pris. Thank you. Merci. Bon, je ne vais pas vous parler de la loi, mais la Convention du droit de la mer des Nations Unies est le point focal de tout cela. L'on peut voir à 12 000 nautiques l'horizon. Il y a les eaux territoriales, ensuite une zone exclusive jusqu'à 200 000 où les ressources peuvent être exploitées par la pêche et même le fond de la mer. Ensuite, il y a les eaux internationales, la haute mer. Et là, c'est là où se pose la question de la gouvernance et la juridiction sur la haute mer. Et en deux mots, si nous partons du principe que nous avons tous des droits fondamentaux, pour rebondir sur ce que vous disiez au début, il y a 10 ans, si vous tapiez Human Rights at Sea dans un moteur de recherche, il n'y avait pas d'organisation de la société civile qui traitait de ce sujet. Il y avait beaucoup de travaux sur la conservation, la biodiversité, la durabilité, mais pas les droits humains. C'est tout bonnement incroyable de penser que depuis 10 ans, nous avons vu tous ces travaux, mais il y a 10 ans, il n'existait rien. Il y avait des articles dans les journaux savants, mais en ce qui concerne l'activité, cela a commencé il y a 10 ans. Et il faut se poser la question de savoir pourquoi les États côtiers, les États des pavillons ne sont pas encore penchés sur les droits de l'homme depuis 10 ans. Et encore deux éléments, si vous me le permettez. S'agissant des droits humains en mer, on ne parle pas uniquement du traumatisme de la pêche et de la surpêche, mais des migrants et des réfugiés. Les gens de la mer, 1,7, 1,8 million, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en mer Noire. Je me suis rendue en Ukraine pour travailler également récemment. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est un réseau mondial qui est... Tout cela est lié. L'environnement, la biodiversité, ce n'est pas un petit sujet, loin de là.
Justement, ça me donne l'occasion de peut-être faire intervenir Claire Nouvian, bonjour, sur la question environnementale, justement, puisque c'est vrai que le grand sujet de Ghost Fleet, c'est les droits humains, mais évidemment c'est mis en lien avec la destruction des écosystèmes marins, les fonds marins qui sont réduits à peau de chagrin. Claire, c'est évidemment un sujet qui vous tient très fort à cœur, sur lequel vous avez énormément travaillé. Est-ce que vous pouvez nous donner justement quelques clés de compréhension aussi sur les liens qui existent entre la question des droits humains, de l'exploitation des travailleurs, comme on a pu le voir dans le film de Shannon, et la question de l'exploitation du vivant sous toutes ses formes et des écosystèmes marins? Oui, bien sûr. Je ne suis pas très sûre de la langue qu'il faut que je parle, en fait. En français, c'est très bien. English or French, ouais. La langue dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise, en tout cas. Non, c'est plutôt pour savoir si c'est plus what's better for the room. Je ne sais pas ce qui est mieux pour la salle. Est-ce que vous préférez? Français? OK. En tout cas, je vais commencer par vous remercier, vous toutes les deux. Mais on a tous été bouleversés. J'ai entendu qu'on reniflait pas mal dans la salle. Et je suis épatée par votre travail et votre courage. Et en fait, je trouvais que ce film était sublime. Et que vous... En fait, je me suis dit, partout où il y a de l'obscurité dans l'humanité, il y a toujours de la lumière. Et vous incarnez cette lumière. Et merci. C'est bouleversant. Ça s'applaudit peut-être. Elle deux. Vraiment, merci. Bravo. Merci. Merci d'avoir ce courage, alors qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors, je ne vais pas rajouter beaucoup de lumière, hein, je vous le dis tout de suite, parce que si on regarde le modèle dans lequel on est, globalement, là où il y a des ressources, là où les zones de l'océan sont productives, ce sont les zones qui sont proches des côtes. Et la plupart des poissons vivent dans cette zone dont on nous a décrit, en fait, c'est 200 000 nautiques qui sont environ 350 km à peu près. Donc à partir des côtes, cette zone économique exclusive, cette ZE, est très grande. Et c'est proche des côtes que les océans sont le plus productifs. Donc le problème est aussi que les formes de pêche illégale sont très nombreuses et elles concernent toutes les flottes du monde. La question de l'esclavage en mer est vraiment une question qui est très liée en effet à ce qui se passe en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Et c'est vrai que c'est moins un problème des flottes européennes, c'est bien le seul truc sur lequel l'Europe est à peu près mieux que toutes les autres flottes. Mais c'est tout. Et ça fait pas énorme. Et en plus, quand on regarde dans le détail, et c'est ce qu'on a fait, avec la clinique juridique des droits humains de Harvard Law School, et on a fait ça aussi avec la clinique juridique de Sciences Po. On a regardé en fait la chaîne du thon, donc le thon en boîte que vous trouvez dans tous vos supermarchés. Et en réalité, quand on regarde ces chaînes d'approvisionnement, même sur le thon qui arrive, comme le dit le film à la fin, dans nos rayons en Europe, ce sont des chaînes sur lesquelles il y a des violations des droits humains sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a aucune traçabilité. Aucune traçabilité. Il n'y a pas d'observateur en mer. D'ailleurs, il y a un observateur en mer ghanéen sur un bateau coréen au Ghana qu'on a retrouvé au mois de décembre, il y a donc 3 mois, décapité. L'observateur qui est donc du gouvernement ghanéen, qui est supposé embarquer sur les bateaux de pêche pour reporter, pour dire ce qu'il s'y passe, ce qui est attrapé, si ça correspond au quota, si ça correspond aux zones de pêche, si ça correspond, etc. Ce jeune homme a été retrouvé non seulement décapité, mais on lui avait coupé les pieds et les mains. Donc, pour s'assurer évidemment qu'il ne soit pas identifiable et qu'il coule, il se trouve que son corps est washed up, quoi. Je ne sais plus comment on dit. Il a été ramené jusqu'à une côte. Oui, ramené à la côte. Donc la violence, en fait, sur ces chaînes d'approvisionnement, elle est totale parce que quand on regarde qui surveille ce qui se fait, à partir du moment où il y a une capture en mer, est-ce qu'on sait ce qu'on attrape? Non, personne. Est-ce qu'on sait ce qu'on débarque? Non, absolument pas. On a des rapports d'observateurs secrets qu'on nous passe sous le manteau, qu'on ne peut pas utiliser publiquement parce qu'il y a trop peu d'observateurs. Et qu'on ne peut pas le dire parce que si on montre les images qu'ils ont prises, ils sont identifiables et ils meurent. Donc on se retrouve avec des preuves qui sont plus qu'alarmantes et qui mettent la vie des humains qui sont sur place et qui nous passent ces informations en disant « Je me rends bien compte que si je vous le dis, parce que je suis désespérée dans mon éthique, mais si vous en servez, je vais disparaître.
Donc on se retrouve dans cette chaîne, en fait, qui est criminelle. La pêche industrielle est criminelle. Et en fait, je pense qu'il y a un problème d'échelle. Le droit, on est toujours en train de courir après le droit pour faire en sorte qu'on catch up, qu'on soit à la hauteur des crimes qui sont très inventifs, qui arrivent toujours à être assez plastiques. On trouve toujours une façon de passer au travers des mailles du filet, surtout quand il n'y a même pas de contrôles qui sont effectués. Et donc, on a mis en demeure la marque Carrefour de changer sa chaîne d'approvisionnement sur le thon pour des raisons sanitaires, parce qu'il y a du mercure dans le thon, pour des raisons évidentes de droits humains et pour des raisons environnementales, parce qu'on détruit les stocks de poissons, on détruit l'océan. Certains observateurs nous disent qu'ils marchent sur les centaines de requins qui sont aussi attrapés en même temps que les thons qu'on va attraper avec ces filets de pêche. Et en fait, Carrefour nous dit, on fait des contrôles. On leur dit, mais quel contrôle? Quel contrôle? Soyez précis. Et ils ne nous répondent pas. Ils disent, on a des contrôles. On leur dit, on veut voir les contrôles. Et on en est là de notre négociation. Ça commence à sentir pas très bon, parce qu'on en a un peu marre d'être pris pour des jambons, j'aime mieux vous le dire. Mais on continue à être cette espèce de mauvaise foi, d'hypocrisie. Et on se rend compte que, mais à qui profite ce crime? Mais aux industriels. Aux industriels en mer qui marchent main dans la main avec les industriels, les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de transformation industrielle. L'échelle industrielle n'est pas compatible avec la durabilité et avec le respect des droits humains. Enfin bref, je pourrais continuer longtemps parce que ça nous tient tous à cœur. Mais juste avant d'oublier, quand même, il faut aussi signaler le travail incroyable qui est fait par Environmental Justice Foundation et Ian Urbina. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Ian Urbina sur la jungle des océans, The Outlaw Ocean, et ce journaliste d'investigation qui gagne prix sur prix et qui est en train de faire lui aussi un énorme travail de changement des chaînes d'approvisionnement, tellement son travail d'investigation est remarquable. Donc on est peu nombreux, mais il y en a quelques-uns qui arrivent à faire une grande différence comme vous ici. Et comme David aussi avec Human Rights at Sea, il me semble que vous vouliez rebondir sur ce que vient de dire Claire. Yeah, thank you, Claire. Oui, merci Claire. Sur la question des observateurs, il y a 3 jours, j'étais à Bruxelles. Je devais donner des informations à la Commission européenne et leur conseil consultatif pour les flottes de pêche. Et nous avions publié un rapport avec l'Association des observateurs, plusieurs autres fondations, et nous devions enquêter sur des abus en Atlantique du Nord-Ouest. Et là, on ne parle pas de Thaïlande, mais de l'océan Atlantique. On ne parle pas non plus de l'Argentine. Le rapport a mis en exergue, preuve à l'appui, 10 types d'abus. Abus sexuels, violence, intimidation, menaces de poursuite envers les observateurs qui allaient parler. Donc, je confirme ce que vous disiez. La réalité, c'est que les observateurs de la pêche, les observateurs scientifiques, je précise, ce ne sont pas des activistes des droits humains. Ce sont des observateurs scientifiques qui sont déjà trop peu nombreux, comme vous l'avez dit, Claire, pour mesurer les prises et faire rapport. L'histoire de ce jeune homme ghanéen est affreuse. Une enquête sera diligentée, mais l'année dernière, à la fin de l'année, un ressortissant européen a été tué et il y a 2 autres incidents en mer Atlantique également. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que il faut revenir aux principes de base. Les droits humains s'appliquent en mer comme sur la terre. Et si vous le croyez, comme moi, que vous fassiez partie d'un équipage, que vous soyez membre de l'équipage ou observateur, vous avez les mêmes droits. Nous avons beaucoup travaillé avec nos collègues dans les ONG pour que les politiques et les lois soient réviser. C'est très difficile lorsqu'il s'agit d'une industrie qui représente des milliards de dollars. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de lumière parce que si nous ne sommes pas optimistes, il faudrait mettre la clé sous la porte. Donc, nous espérons pouvoir faire une différence. Et grâce à des films comme celui-ci, à d'autres films qui vont être fabriqués, que le public fera entendre sa voix. Et surtout, le public fera son choix au supermarché
et refusera d'acheter ces produits. Demandez-vous si le thon bleu porte le label droits de l'homme. Je peux vous dire que ce n'est pas le cas. On ne peut pas garantir que le poisson que vous achetez, il est peut-être issu de la pêche durable, mais il n'est pas exempt de violation des droits de l'homme. Oui, il n'est même pas durable. Nous, on a aussi un énorme problème avec le label MSC, alors pas le transport, mais le Pas label les grands Marine transporteurs, Stewardship ouais. Council, qui en fait dit que les choses sont pêchées de façon durable alors qu'elles ne le sont absolument pas. Typiquement la pêche tonnière, ils utilisent des engins de pêche qui ne sont absolument pas sélectifs, et aujourd'hui, une grande partie des pêches tonnières dans l'océan Indien qui ciblent finalement des juvéniles, des poissons qui ne se sont pas reproduits. Donc on n'est pas du tout dans la durabilité, et c'est un vrai sujet. Et en plus, ils n'ont aucun standard ni social ni droits humains. Mais alors, justement, Claire, est-ce que ça rend pas complètement dingo à un moment? Si, on est complètement dingue. Mais en fait, on est dingue, mais je pense que à la fin, enfin, je me disais pendant le film, le problème c'est que quelle sorte d'humain peut faire ça? Mais quelle sorte d'humain peut faire ça? Et on a un énorme problème avec l'empathie, enfin, l'enseignement de l'empathie chez les êtres humains. Et en fait, nous qui sommes des êtres empathiques, on peut et on doit changer le monde, et on doit exiger des standards qui sont bien plus élevés et bien plus intransigeants. Et le problème, c'est l'adéquation du droit par rapport à la liberté des multinationales de faire absolument ce qu'elles veulent. Elles ne sont pour l'instant pas réduites ou empêchées par le droit. Et donc en France, on a la loi devoir de vigilance, vous savez, qui a été une grande avancée pour créer quand même de la contrainte juridique sur les entreprises depuis 2017. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui se passait en ce moment à Bruxelles. Vous avez suivi ce qui se passait sur la directive devoir de vigilance ou pas? Parce qu'il y a eu, donc, heureusement, des députés qui se sont battus au Parlement européen pour transformer ce modèle français de la loi devoir de vigilance en directive européenne, pour faire en sorte que les entreprises soient comptables de leur chaîne d'approvisionnement en matière donc sanitaire, humaine et sociale et environnementale. Et la loi, donc c'est une directive qui doit donc être transposée en loi après par les États membres, a été adoptée, mais avec une très large majorité au Parlement européen. Au Conseil aussi. Et maintenant, c'est repassé, donc ça doit, une fois qu'il y a un trilogue, avec un accord de trilogue, ça doit passer devant le Conseil et devant le Parlement pour être adopté de façon un peu, c'est une formalité. Normalement, c'est une promenade de santé. On adopte, une fois que le deal est tombé au Parlement, que le deal est tombé en trilogue entre la Commission, le Parlement et le Conseil, normalement, c'est une promenade de santé. Sauf que là, arrivé au Conseil, il commence à y avoir la fronde des libéraux, donc là, des Allemands, qui ont commencé à obtenir du gouvernement, parce qu'ils gouvernent en coalition en Allemagne, et les libéraux ont obtenu de l'Allemagne qu'elle s'abstienne. Et du coup, pour repasser normalement ce vote qui devait être acquis, a suspendu la loi de façon à ce qu'évidemment les entreprises ne soient pas contraintes. Alors que c'est la seule façon de faire en sorte que nous tous, citoyens, on soit capable de mettre des multinationales et des entreprises devant des tribunaux quand elles contribuent en fait à des massacres humains et des massacres environnementaux. Et évidemment que quand on est ces êtres-là, ces êtres d'obscurité, et que le profit est plus fort que toute autre forme de respect de la vie, du vivant, qu'il soit humain ou non humain, en fait on se rend compte qu'il y a pas grand-chose à faire autre que les mettre devant finalement des juridictions pour obtenir justice. Parce que c'est pas possible. Et aujourd'hui, on était dans ce moment où on pouvait avoir une grande bascule européenne avec cette directive qui est la seule façon de contraindre les entreprises, et elle est suspendue au parti libéral allemand qui a obtenu cette abstention de l'Allemagne. Ça nous rend fous furieux. Et ils sont en train de faire la même chose avec la loi pour la restauration de la nature qu'on a gagné en juillet dernier avec vraiment la masse des citoyens qui a mis une énorme pression. Ils sont en train de faire le même coup. On a gagné in extremis le vote au Parlement. Il y a eu un accord de trilogue. L'accord de trilogue, ils ont essayé de le bananer quand il est repassé devant le Parlement la semaine dernière. In extremis, de nouveau, mobilisation citoyenne. On gagne le vote, donc le deuxième vote, qui doit être donc la formalité pour vraiment faire rentrer la loi dans le journal officiel de l'Union européenne. Ça doit juste repasser devant le Conseil, et bam, de nouveau,
les libéraux, cette fois belges, qui appellent à une suspension. Donc vous voyez qu'en fait, on est en train de régresser. Là où on pensait qu'on était en train de progresser, on commence à régresser. Donc vraiment, nous, on croit fort que la pression, elle doit être directement maintenant entre les citoyens et les marques. C'est ça qui va faire bouger aussi les politiques, parce que c'est désespérant là où on en est. Désolé, hein, je parle trop, après je me tais. Mais c'est très intéressant. Et en plus, je pense que Shannon, vous vouliez rebondir. Ça s'applaudit. Oui. Et c'est vrai qu'il y a un peu plus d'espace pour s'exprimer ici que sur certains plateaux de télévision françaises. Donc on est très content que vous puissiez le faire, Claire. Shannon, vous vouliez rebondir justement sur ce que Claire vient de dire. Ce n'est pas vraiment une réponse, mais plutôt une focale plus large. En tant que conteuse, j'ai le plaisir d'entendre les histoires de beaucoup de témoins. Ton Lin dans le film, qui est l'un des personnages principaux. Et pour illustrer, parce que c'est cela qui m'a vraiment fait comprendre comment les politiques en matière de droits humains, de sécurité, d'environnement, nous mettons toutes ces choses dans les compartiments, mais ce n'est pas ainsi que les gens les vivent. Alors, pour la petite histoire, Ton Lin a été enlevé à l'âge de 14 ans et a été mis de force sur un navire de pêche thaï. Le navire a été obligé de partir très loin en mer parce que le golfe de Thaïlande avait été surpêché et la flotte devait se déplacer de plus en plus loin des côtes. Plutôt que de leur donner de bonnes conditions de travail et de faire en sorte que les pêcheurs aient envie de travailler, quitte à rendre visite à leur famille de temps en temps, le capitaine a commencé à acheter des hommes. Donc, Ton Lin, 14 ans, se retrouve sur ce navire et il va jusqu'en Somalie sur ce navire. C'était à l'époque où le gouvernement de la Somalie était en train de s'effondrer. Il n'y avait plus de police maritime pour protéger les ressources qui valaient des milliards de dollars. Voilà, donc Ton Lin part de Birmanie, arrive en Somalie où l'on le force à pêcher et priver les Somaliens de leurs sources de protéines. Si vous êtes Somalien et que vous êtes pauvre, vous ne pouvez espérer manger que du poisson. Il y a énormément de navires de tous les pays qui constituent un mur juste à l'extérieur de la zone économique exclusive. Il y a un véritable mur de navires de pêche et les pêcheurs commençaient à tirer sur les autres bateaux. Le navire de Ton Lin a reçu des coups de feu. Alors voilà, c'est le processus. On surpêche, un problème environnemental devient un problème humanitaire et c'est un cercle vicieux. Alors, lorsque nous parlons de ces interventions, comme celle que Claire a évoquée, c'est absolument critique. Ce qui se passe ici est très important pour des gens dans le monde entier. Fatima, donc ça a été évoqué par Claire notamment, par David aussi, les pressions allant jusqu'aux assassinats en fait, des personnes qui sont censées garantir comme ils peuvent des vérifications ou des contrôles, mais qui sont évidemment à la marge et qui sont bien insuffisants. Mais c'est un système qui est tellement vicieux, qui est tellement mafieux et où c'est vraiment sans foi ni loi. Les personnes qui s'attaquent à ce système sont parfois menacées et le sont souvent même. Et est-ce que ça vous est arrivé de recevoir des pressions? On voit dans le film de Shannon qu'il y a des moments où vous êtes suivi par un type à moto, etc., qu'il y a des intimidations déjà alors que vous êtes juste en train de tourner des images. Est-ce que vous qui portez ce combat à une échelle maintenant internationale avec beaucoup d'enjeux économiques et politiques derrière, que vous rencontrez aussi des responsables politiques, est-ce que vous avez l'impression de recevoir des pressions ou d'être parfois menacé? En réalité, je pense que malgré tout ça, on n'a pas le droit de baisser les bras.
Ce n'est pas c'est pas difficile. Même si les gens nous suivent, les gens nous menacent, je n'ai jamais pensé à leur faire du mal. Je veux juste leur parler, expliquer la situation et montrer que je veux aider les gens. Donc il n'y a pas de raison de nous faire du mal, même si je sais que c'est dangereux, même si on est menacé de mort, on est menacé. Ils nous envoient parfois des personnes d'autorité à la fondation, mais au final, ce n'est pas une bonne raison. Ils peuvent nous menacer, mais ne peuvent pas nous changer. Ils ne peuvent pas nous arrêter d'aider les gens. De la même façon que de mener des entreprises qui sont responsables envers la société, envers l'environnement, pareil, il faut s'entraider. Dans le cadre où nous consommons des produits de la mer, nous ne pouvons pas arrêter de réfléchir à ce que l'on consomme. Il faut être sûr que ces produits ne sont pas pêchés par des esclaves. Et je pense que tout le monde peut le faire. La nourriture, c'est lorsqu'on retrouve des produits de la mer, on peut se demander, la première chose qu'on se demande, c'est est-ce que c'est frais? Mais en réalité, on devrait demander d'où viennent ces produits. Est-ce qu'ils sont issus d'une pêche équitable? Donc c'est la force du consommateur et c'est très important. Je pense que aucune structure ne devrait pouvoir nous corrompre. Les choses qu'on entend tous les jours, c'est que la vie des pêcheurs, c'est comment leur parler, comment communiquer avec eux. Donc, comment entrer en contact avec eux et pouvoir leur dire que pour qu'ils puissent nous dire que oui, vous pouvez consommer ces produits parce que je les ai pêchés de façon équitable et que je suis heureux. Donc, en Europe, est-ce que tu veux, en tant que pêcheur, veux-tu leur dire quelque chose? Donc, ils veulent juste ceux qui nous ont dit, c'est qu'ils veulent que les consommateurs pensent un peu à eux quand ils consomment ces produits. Alors effectivement, ce discours de la sensibilisation des consommateurs, c'est quelque chose qui est très présent dans les milieux et dans le combat écolo depuis de nombreuses années, aussi parce que parfois c'est tout ce qui nous reste à dire quand on se rend compte qu'on se bat contre des structures économiques et politiques qui nous dépassent, qui sont tellement puissantes et qui sont prêts à aller très très loin justement dans les mesures de coercition et dans les intimidations et dans le sabotage des quelques petits outils légaux, politiques qui pourraient créer des cadres qui protègent un peu plus les êtres humains et le vivant sous toutes ses formes. Parmi ces outils, il y en a un que vous, David, vous souhaiteriez développer, qui est cette fameuse déclaration de Genève des droits humains en mer. On va avoir l'occasion de vous laisser poser quelques petites questions. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais juste peut-être, David, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot, vu qu'on est à Genève et que c'est le bon endroit pour en parler, sur ce projet de déclaration des droits humains en mer et en haute mer? Est-ce que ça pourrait éventuellement changer? Sure. So impunity occurs when Oui, alors l'impunité, cela survient lorsqu'il n'y a pas d'effet dissuasif et lorsque personne n'est tenu comptable de ses actes finalement. Si vous n'êtes pas tenu responsable de vos actes, eh bien on peut voir ce qui se passe en matière de droits humains partout dans l'environnement maritime. En 2019, je me suis rendue en Inde pour la toute première conférence sur les droits humains en mer qui s'est tenue à Mumbai. À l'époque, je vivais ici à Genève et moi-même et un certain nombre d'universitaires avons commencé à rédiger la Déclaration des droits humains en mer. Elle a été publiée le 1er mars 2022. Il y a eu énormément d'allers-retours, de révisions, mais
le principe fondamental, c'est que les droits humains doivent s'appliquer en mer, tout comme sur la terre ferme. Ici, on parle d'une loi, ce n'est pas comme une convention de l'OIT, comme les conventions de l'OIT qui sont ratifiées par les États et qui sont donc appliquées, même si ça reste difficile. Ici, on regarde une norme juridique qui peut devenir une norme coutumière, c'est-à-dire que les entreprises, les États délivrant pavillon peuvent appliquer cette norme soft law. Les navires en mer doivent battre pavillon et ces pavillons sont contrôlés par l'Organisation maritime internationale, l'OIM, qui a son siège à Londres. Et l'idée, c'est que pour la légalité du commerce, il faudrait que les droits humains soient considérés comme s'appliquant également en mer et pas seulement sur la terre ferme. Donc l'idée est de vraiment commencer au plus haut niveau avec l'Union européenne, avec la réglementation en matière de devoir de vigilance pour pouvoir avancer sur ces principes. Parce qu'à ce stade, nous n'avons trouvé aucun État qui puisse appuyer ce principe. Alors ça surprend, hein, mais pourtant c'est la réalité. Et pour conclure, eh bien oui, il y a eu des petits succès ici et là. Nous avons réussi avec nos collègues des syndicats à changer le droit néo-zélandais. Ici, on parle des marins. Cette loi a disposé que les marins, et là on parle de plus de 100 000 marins qui passent par la Nouvelle-Zélande chaque année, eh bien, ces marins auront accès à une sécurité sociale dans le pays. Vous pouvez imaginer les conséquences de cela. Quelques mots dans une législation peuvent changer la donne. Un conditionnel peut changer la donne. Est-ce qu'on doit appliquer ou est-ce qu'on devrait appliquer? Eh bien, pour moi, en tant que juriste, il faut que je trouve des mécanismes d'application de ces textes et que je trouve les personnes qui sont disposées à le faire, qui sont prêtes à le faire. Et nous avons besoin de traduire les responsables en justice et que les gens soient comptables de leurs actes. Peut-être 3 ou 4 questions, 5 si vous êtes super efficace, super succinct. Est-ce que quelqu'un veut se jeter un mot? Est-ce que quelqu'un veut se lancer avec une première question? C'est pas toujours facile. Ah oui, il y a quelqu'un juste là-bas. On peut peut-être faire voyager un micro jusqu'à vous. Bonjour, merci infiniment pour ce film et puis pour vous, panel. I will ask my question in English if you don't mind. Je vais poser ma question en anglais, si cela vous convient. Vous avez parlé de l'Organisation internationale du travail. Je me demandais si des membres de l'OIT avaient vu ce film, parce que ce sont les gens qui s'occupent de questions d'esclavage, donc je me demandais quelle était leur réaction à ce film. Je suis particulièrement intéressée par ce sujet parce que je travaille dans des domaines connexes. Shannon, yes, go ahead. Qui veut répondre? Shannon? Eh bien, à moins qu'il n'y ait quelqu'un de l'OIT dans la salle. Alors oui, ils ont vu ce film. C'est une grande organisation très variée. Donc il y a eu différentes réactions. Ils ont même leur propre festival de films, un événement cinématographique qu'ils organisent au cours duquel le film a été projeté. Je sais que beaucoup de gens qui travaillent à l'OIT sont des fans de Patima. Ce sont des fans de LPN. Et peut-être que Patima pourrait vous en parler d'ailleurs parce que je crois qu'ils ont travaillé ensemble. Bon, certains membres de l'OIT qui ont vu le film m'ont dit que... On m'a dit que certains n'avaient pas aimé le film parce que cela racontait un récit différent de celui que eux souhaitaient faire passer. Et puis d'autres ont beaucoup apprécié le film. Et voilà ce que j'ai eu comme retour direct. Autre question? Je vois qu'il y a... Pardon? J'ai pas compris. En galerie des questions. Où sont les galeries? Ah. On va attendre que le micro arrive jusqu'à la galerie.
En attendant, si vous voulez, je peux vous chanter une petite chanson. C'est un endroit. Moi, en attendant, je peux dire un mot si vous voulez. Oui. Parce que moi, c'est vrai, c'est comme je dis, c'est pas une télé, je peux parler. Non, mais Allez-y. En fait, je me dis à chaque fois, on est un peu dans des tunnels de conscience. Et là, cette projection nous ouvre un autre champ de conscience, et c'est merveilleux. En même temps, si on voulait vraiment vivre en conscience, il faudrait aussi maintenant reconnecter ça à ce qui est en train de se passer de façon plus globale dans l'océan. Et c'est-à-dire de très très mauvaises tendances. Je ne sais pas si vous avez lu l'article qui est paru récemment sur les baleines à bosse du Pacifique, qui ont donc été chassées, réduites à jusqu'à 2 à 3% de leur population quasiment jusque dans les années 70. On a enfin mis un moratoire sur la pêche à la baleine au niveau mondial, et elles commençaient à mieux se porter. Là, ça a quand même, quand on arrête de massacrer, par miracle, ça marche. Hein, la vie se remet d'aplomb, c'était formidable. Sauf qu'avec les canicules marines, avec l'augmentation de la température globale, avec l'année 2023 qui a été un record de température dans l'océan, ça va à une telle vitesse qu'on a déjà modifié 15% des courants marins. On est sur des canicules marines qui sont en train d'affamer les animaux. Donc, les spécialistes des cétacés, des baleines, des mammifères marins pensent que d'ici 40 à 50 ans, il pourrait ne plus y avoir de baleines dans l'océan. L'acidification va à un tel niveau, l'augmentation du niveau des mers. En fait, tous les mécanismes fondamentaux qui permettent même d'avoir de la vie dans l'eau et du coup de la vie hors de l'eau, parce qu'on est en ligne de vie directe sur l'océan, sont en train de s'effondrer. Donc le chercheur Olivier Adam dit, comme les chercheurs, parce que nous on est connectés à ce monde scientifique, il nous dit on est en train de vivre l'effondrement des océans et personne n'en parle. Le truc est délirant. Donc il est aussi probable qu'on ait réglé le problème de la surpêche et donc des violations des droits humains en mer par une autre façon de régler le truc, c'est qu'on est en train de tout vider. Ça a pris 50 ans quasiment pour vider l'océan, pour aller chercher toujours plus loin, comme Shannon était en train d'expliquer, toujours plus loin, de façon toujours plus tendue. Mais quand c'est tendu sur les ressources, mais qu'est-ce qu'on fait? On augmente évidemment les violations, on augmente la violation écologique et en même temps humaine. Et en fait, c'est exactement ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire que tout est en train de s'effondrer. Donc en fait, je vais vous dire, il ne faut pas du tout être patient, parce qu'on n'a plus le temps. Il aurait fallu faire ça il y a 60 ans. Mais là, en fait, ça c'est allé trop loin. Et ça va trop vite. Donc le niveau de tolérance qu'on doit avoir par rapport à la responsabilité, ou plutôt l'irresponsabilité des marques et des politiques, notre niveau de tolérance, il doit être maintenant réduit à 0. 0. Donc en fait, nous, en tant que consommateurs, on va dans un supermarché, on n'achète pas de poisson. C'est tout. À moins qu'on soit sûr qu'il soit issu de pêche artisanale, sélective, locale. Et on met la pression à nos marques. Et on soutient en effet les ONG, les fondations, tous ceux qui, en effet, comme on en a parlé, Blue Marine Foundation, Environmental Justice Foundation, Blue Ventures, toutes les ONG qui se battent pour qu'il y ait une forme de stabilité humaine en même temps qu'il y ait du respect des ressources environnementales. Mais on n'est pas du tout en train de faire ça. On est en train en même temps de détruire par les ponctions directes, par des destructions directes avec les flottes industrielles, et en même temps on est en train d'augmenter les émissions de CO2 et donc de mettre en péril l'équilibre même de la possibilité du vivant sur Terre. Donc en fait, moi je suis en panique interne. Ça sent... Moi j'ai changé de température intérieure. Je vous le dis, je panique en permanence. Et j'aimerais bien que tout le monde panique avec moi, parce que comme ça, on serait beaucoup moins tolérant et peut-être on aurait une chance de changer les choses à temps. Mais je vous le dis, c'est mal barré. Il faut avoir peur pour pouvoir agir. Vous savez, il y a une étude norvégienne qui dit que, en fait, quand on a peur, on a 7 fois plus de chances de passer à l'action. Parce qu'à chaque fois, il y a la droite qui vous dit « Ouais, non, avec vos discours de peur, vous, les marchands de peur... » Mais ils font peur aussi à droite, hein. Mais sur d'autres sujets. C'est à droite qu'ils font peur, parce qu'en fait, ils veulent nous faire croire que quand on a peur, on n'agit pas. Mais non, c'est prouvé que quand on a peur, on agit. Donc, ayez peur, tout de suite maintenant, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à gagner ensemble. Et on va gagner. Je suis d'accord avec toi, on va gagner. On va gagner, on doit gagner, parce qu'on n'a pas le choix. Il devrait quand même vous laisser parler à la télé. Hein. C'est quand même plus intéressant que beaucoup de choses qui s'y dit. Hein. Il y a une question en galerie. Hi, good evening. Oui, bonjour. Je m'appelle
Carmen. Je viens d'une organisation qui travaille en Afrique du Sud, la pêche artisanale, et le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation a sorti un rapport sur les pêcheries et sur le droit à l'alimentation. Mais avant que je ne revienne sur ce sujet, je tiens à remercier les réalisateurs et Patima et LPN. Merci, nous vous apportons toute notre solidarité. Ce que vous faites est vraiment, vraiment formidable. Un point qui est ressorti dans le rapport, je pense que c'est quelque chose qui est très important lorsque l'on parle de droits humains dans le contexte de la pêche. Lorsque l'on parle de pêche illégale, on parle de la pêche illégale avec la pêche qui n'est pas répertoriée et la pêche qui est non déclarée. Souvent, les États mettent beaucoup d'efforts qui finissent par criminaliser les activités des petits pêcheurs. On en parle comme s'ils étaient des braconniers, mais il n'y a rien qui est fait pour la haute mer. Il n'y a pas assez qui est fait pour que les entreprises, les corporations soient responsables. Et donc, vos efforts en la matière sont vraiment formidables et j'aimerais bien que vous partagiez avec nous vos idées sur ce qui peut être fait à l'avenir, surtout ici à Genève, parce qu'il y a beaucoup de processus, il y a l'Union européenne, il y a des déclarations ici à Genève, il y a d'autres processus qui sont en cours et c'est bon de savoir ce qui se fait pour pouvoir les faire avancer. Il y a également des mouvements de pêcheurs, des mouvements d'agriculteurs qui font avancer les choses. Il y a également un traité contraignant sur les sociétés transnationales qui a mis beaucoup de temps à être élaboré et nous ne voyons pas beaucoup de soutien de la part des grandes ONG ni des institutions de recherche. Parce que souvent, quand on parle d'un traité contraignant juridiquement pour les entreprises, eh bien, c'est là que l'on voit des résultats, puisque ce n'est pas qu'aux États de faire des lois. Les entreprises ont leur rôle à jouer aussi. Donc voilà, je me demandais comment trouver des solutions. Et ce que Claire disait, eh bien, c'est toujours très vrai. Lorsque l'on consomme du poisson, on peut choisir ce que l'on consomme. Et il y a des marchés locaux, il y a de la pêche locale et il faut les soutenir. En France, la pêche locale artisanale est très active, mais il y en a aussi ailleurs. Les artisans pêcheurs, eh bien, c'est important d'écouter leur voix. Merci. Est-ce que quelqu'un veut vite rebondir ou alors on passe à une autre question? Oui, ici je vois qu'il y a une question dans la salle. Ce n'est plus en galerie. Ah, du coup... Merci beaucoup. Thank you so much for this incredible movie. It was very moving. Je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit, Claire. Je pense que c'est très important. Vous avez un micro, regardez, qui arrive sur votre gauche. Il est là. Merci beaucoup. Pour rebondir sur quelque chose que vous avez dit, Claire, qui m'a beaucoup frappé, qui parle de l'impact qu'on peut avoir, nous, dans cette salle, monsieur et madame tout le monde, finalement, contre tout ce qui se passe. Moi, j'en ai fait quelque part mon combat en utilisant le sport pour parler de sujets environnementaux. J'ai beaucoup agi en Suisse, on va agir en Méditerranée, je vais essayer de traverser la Méditerranée à la nage. Et j'aimerais mener une vraie campagne pour sensibiliser à ce qui se passe en Méditerranée, notamment dans l'aire marine protégée Pélagos, que vous devez très bien connaître, qui est régie par plusieurs pays, plusieurs gouvernements. C'est très complexe, tout ça pourrait être très rapide. Comment est-ce que nous, on peut dans cette salle contribuer à l'environnement de manière générale et éviter tout ce qu'on vient de voir à l'écran? En entrant en guerre. En fait, dans la campagne de Obama, ils se sont rendus compte que tout le marketing électoral, le mailing, les lettres, etc., c'était totalement inefficace par rapport à la conviction qu'une personne portait en elle-même. Et donc, si vous voulez vraiment changer le monde, il va falloir parler et continuer à parler, animer les discussions, ouvrir les yeux et faire ouvrir les yeux aux gens autour de vous, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus convaincant qu'une personne pour en convaincre, non pas une, mais donc dans la campagne d'Obama, ils se sont rendus compte qu'une personne convainquait 7 personnes.
Donc en fait, si chaque personne convainc cette autre personne de vivre en conscience, de soutenir les ONG, et en fait soutenir les ONG quand on a de l'argent, c'est génial de donner de l'argent parce que clairement, sky is the limit. Hein. Plus vous nous donnez les moyens, plus on peut payer des gens pour mettre de la pression, comme le fait Fatima, comme le fait chacun d'entre nous ici. Mais c'est aussi, vraiment, c'est partager les contenus, c'est comprendre ce qui est en train de se passer et c'est tout le temps faire pression. Parce que la seule chose qui vraiment mettent les marques en position de vulnérabilité, c'est leur réputation. Leur risque réputationnel fait vraiment partie du risk assessment. Quand ils font leurs évaluations de risque, c'est le risque réputationnel. C'est avec le risque réputationnel qu'on a fini par avoir la peau de la pêche en eau profonde d'Intermarché, la marque française qui avait une flotte de pêche et qui vendait du poisson et qui allait chercher son poisson jusqu'à 2000 mètres de profondeur avec des énormes bulldozers sous-marins qui détruisaient des coraux multimillénaires. Nous, on a fait tout ce qu'il fallait en tant qu'ONG. Mais ce qui a fait gagner les campagnes, et ce qui fait gagner toutes nos campagnes, c'est la mobilisation de chacun d'entre vous. Mais je le dis hyper sérieusement, parce qu'en fait, à chaque fois, les gens pensent que ouais, ça va, on a déjà signé une pétition, etc. Mais pas du tout. Le 12 juillet dernier, au Parlement européen, cette loi pour la restauration de la nature qui fixe des objectifs de restauration de 20% des écosystèmes dégradés d'ici 2030 et de 90% d'ici 2050, cette loi qui oblige les États à restaurer les écosystèmes, elle était déchiquetée par la droite libérale, alliée avec la droite conservatrice, alliée avec l'extrême droite. Et c'était une honte. Ils ont vraiment déjà pas mal, on va dire, asséché cette loi. Mais en plus, ils s'apprêtaient carrément à ne même pas l'adopter. Ne même pas adopter les objectifs contraignants. Qu'est-ce qui a changé les choses au dernier moment? Mais c'est nos bêtes vidéos où on est au Parlement et on dit urgence, urgence, aidez-nous, voilà ce qui est en train de se passer. Et là, chacune d'entre vous qui clique, qui interpelle le pouvoir politique, les cibles politiques qu'on vous donne, ça nous a fait gagner. Dans la nuit, les responsables politiques sont en train de répondre, ils mettent en place une cellule de crise, etc., parce qu'on les expose. Et donc, le truc qui marche, c'est la transparence. Transparence et traçabilité. Moi, ça, c'est vraiment deux mots préférés dans la vie. Transparence, traçabilité. Donc, ce que vous faites, alors, notamment en Méditerranée, vous savez que la France, Emmanuel Macron s'est battu pour obtenir l'organisation de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, parce que Emmanuel Macron voulait sa COP. Il voulait sa COP climat, mais ça, c'est François Hollande qui l'avait eu. Donc, dommage. Il voulait son moment où il aurait tous les chefs d'État mondiaux autour de lui sur la photo. Et donc, il s'est battu à l'AGNU, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, pour obtenir l'organisation et l'accueil de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Donc, en juin 2025, à Nice, ça aurait dû être à Marseille, mais il a préféré Nice parce que Estrosi de droite, etc. Bref, on voulait pas. Puis donc, à Marseille, il n'est pas très aimé, je pense. Ah, mais pas du tout. Macron, hein. Donc, il a choisi Nice, le territoire de droite, pour faire la conférence des Nations Unies. Donc en Méditerranée, on va avoir tous les chefs d'État qui vont venir parler devant la mer la plus surexploitée au monde. Là où il y a des trafics infernaux, là où le thon rouge est maintenant mis dans des fermes avec des trafics impossibles. Et ça, on fait une session, on se fait un after et on se raconte tout plein d'histoires. Mais donc là, ils vont venir là. Donc en effet, nager, se mettre ensemble, tous, là où il y a de la volonté, il y a de la conscience pour pouvoir alerter les citoyens et que chacun se dise, ok, maintenant on va suivre toutes les ONG qui font le job pour en fait amplifier. Parce qu'à un moment donné, quand nous on exige, le grand public on exige, on obtient. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il nous reste quand même, là où il y a de la lumière, en fait, c'est que quand on se mobilise, on gagne. Mais il va vraiment falloir se mobiliser parce que, comme le montre le film, ces crimes sont invisibles. Ça se passe en mer. C'est une espèce de main tendue à toute forme de mafia et d'abus parce qu'il n'y a pas de contrôle. Donc, en effet, il faut se surconscientiser par rapport aux enjeux et se surmobiliser. Et c'est ce que vous faites brillamment d'ailleurs avec l'association Bloom, je rappelle le nom de l'association de Claire. Comme ça on pourra encore vous entendre et vous suivre et vous entendre dans des contextes non contraints. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une belle énergie là derrière qui donne envie d'être happé aussi dans cette énergie. Pour ce qui concerne le film, Shannon, Ghost Fleet, pour partager ce film, pour appeler des gens, des amis, la famille à le voir, comment on peut faire? Yes, please do share the film. Oui, allez-y, faites-le, partagez le film. Le film est disponible sur Apple TV et il est aussi sur Amazon.
Et je crois que c'est les deux principales plateformes. Peut-être qu'il est sur YouTube aussi, mais n'hésitez pas à partager le film et surtout, faites des dons à LPN, faites des dons à Human Rights at Sea et faites des dons à Bloom parce que c'est des gens qui font des choses extraordinaires. C'est Bloom, Human Rights at Sea International en ce qui concerne David Hammond et puis ce beau projet de convention de Genève sur les droits humains en mer. Le film Ghost Fleet, co-réalisé par Shannon. Et puis Fatima, comme vous êtes celle qui a fait le plus long voyage pour venir jusqu'à nous. Et puis je pense que c'est la volonté de tout le monde de vous entendre peut-être sur un petit mot de la fin. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voudriez partager avec nous pour conclure ce moment ? Je pense que tout le monde peut y arriver. Je pense que nous pouvons changer les choses. Il y a une question. Micro pour l'intervenant. Les interprètes ne peuvent pas entendre la question. Parce que sinon les interprètes ne peuvent pas entendre la question. Merci. Merci. Super vite, promis. Nous, à la Fondation Gallifrey, on est très portés sur la protection des requins. Je vais vous donner 2 exemples très concrets pour toutes les personnes là qui sont dans la salle, notamment l'exemple de la pétition. Il y a quelques mois, 1,2 million de personnes ont signé une pétition à destination du Parlement européen pour interdire le commerce d'ailerons de requins. Et maintenant, suite à cette mobilisation citoyenne, ce texte est devant le Parlement et il est fort possible qu'il aboutisse. Donc ça, sous la pression de 1,2 million de citoyens. Deuxième chose, donc les pétitions, en gros, ça marche. Il faut insister, mais ça marche. Deuxième chose, nous avons répertorié toutes les compagnies aériennes qui ont déclaré publiquement transporter ou pas des ailerons de requins. Donc sur le site web flywithoutfins.org, puisque vous êtes probablement en train de réfléchir à vos prochaines vacances, c'est un moyen de pression sur ces compagnies aériennes. Parce que depuis qu'on a lancé cette campagne avec une trentaine d'autres ONG, plus de 70 compagnies aériennes, sous la pression, ont déclaré ne pas transporter d'ailerons de requin et on a la preuve. Donc c'est pour ajouter de l'eau au moulin, faites un maximum de pression et de bruit parce que ça marche. Vous pouvez redire le nom de l'association ? Nous, notre fondation, c'est Gallifrey. Gallifrey. Donc, et le site web, c'est flywithoutfins.org. Tout le monde a bien pris note. Un dernier petit mot, Fatima, puis on va devoir vraiment libérer la scène et la salle. Que tout le monde peut y arriver. Ça commençait bien. J'ai failli oublier. J'aimerais dire à tout le monde que on doit s'entraider. Ce film et les choses que j'ai vécues et que je désire, j'aimerais que personne ne meure. J'aimerais que personne ne paye le prix de la nourriture, de leur vie. Donc dans 50 ans, dans 100 ans, car nos enfants, nos petits-enfants doivent manger. Donc on ne doit pas encourager une pêche qui met à l'esclavage des personnes. On ne doit pas faire du mal aux personnes qui nous offrent cette nourriture. Donc tout le monde a cette force de tout changer. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les 4. Merci à vous d'avoir été présents. Et n'oubliez pas de parler de ce film autour de vous. Merci au FIFDH. Et bon festival à toutes et tous.